au Premier ministre ce que nous disons publiquement depuis qu'il a annoncé soumettre sa responsabilité à un discours de politique générale, à savoir que nous étions en désaccord total avec les orientations qu'il a lui-même prises en acceptant la fonction de Premier ministre et qui sont celles menées par Emmanuel Macron depuis son élection en 2017, qu'il y avait dans ses annonces, notamment budgétaires, des lignes rouges qui nous apparaissaient extrêmement nocives pour le pays et surtout extrêmement injustes pour les Français, que les mauvaises économies de la mauvaise dépense publique n'étaient pas traitées, à savoir le coût exorbitant de l'immigration, l'augmentation de la contribution de la France au budget de l'Union européenne quand nos partenaires européens réussissent à obtenir des rabais, que la lutte contre la fraude fiscale, sociale, la fraude aux importations notamment n'était pas conduite et que les économies dans le train de vie de l'État qui n'étaient pas faites faisaient dire à beaucoup de Français que les annonces qui ont été faites sont injustes et qu'on ne peut pas demander des efforts toujours aux Français qui travaillent quand les Français voient l'État ne pas se serrer la ceinture et continuer à gaspiller de l'argent public. Donc le miracle n'a pas eu lieu et évidemment que cet entretien, même si encore une fois il y a du respect pour la fonction de Premier ministre, ne fera pas changer le Rassemblement national d'avis. Non, les portes n'étaient pas très ouvertes. Le Premier ministre a indiqué dans son entretien, comme il nous a indiqué, qu'il était prêt peut-être un jour à regarder ce qu'il pouvait y avoir du côté de l'immigration, mais je pense que le temps n'est plus à la discussion. Il y a des milliards et des milliards d'euros qui partent en fumée dans une immigration qui est devenue une immigration de guichet social, qui pèse sur les comptes de l'État et qui donne à nos compatriotes le sentiment de devoir toujours travailler, de devoir toujours payer davantage pour les autres. Est-ce que vous diriez comme Olivier Faure que François Bayrou, il est simplement en train de faire la tournée des abus et qu'il soigne sa sortie avec cette consultation? Le Premier ministre avait annoncé qu'il consulterait les partis politiques après son intervention de mémoire du 15 juillet. Il ne l'a pas fait. C'est la raison pour laquelle, ne voyant rien venir, je lui ai adressé une lettre le 25 juillet en disant quid. Et en réalité, il a fait le choix d'appuyer sur le siège éjectable et de faire les consultations a posteriori. Bon, on voit bien que les choses sont évidemment dans le mauvais sens. Donc s'il avait vraiment souhaité entendre les différents partis politiques dans les réclamations qui sont les leurs, je suppose que tout ça aurait été fait dès le mois de juillet et pas comme une sorte en quelque sorte de négociation au vote ou non de la confiance. Parce qu'après tout, je l'ai dit hier et je le redis aujourd'hui, il aurait très bien pu faire un choix différent. Il aurait très bien pu faire le choix de consulter les partis, de voir quelles étaient leurs lignes rouges, de construire un budget qui réponde au visage de l'Assemblée nationale et au poids des uns et des autres. Et éventuellement, chacun aurait assumé la responsabilité d'une motion de censure en cas de rejet du budget ou d'utilisation du 49.3. Ça n'est pas le choix qui a été fait. Bon, voilà. Partant de là, c'est vrai que les consultations d'aujourd'hui ne vont pas déboucher sur grand-chose. Qu'est-ce que vous avez répondu? Pardon? Qu'est-ce que François Bayrou vous a répondu? À quoi? À ça, justement, en fait, quand vous avez évoqué votre lettre, c'est son réponse. Mais si je sais plus. Non, mais je veux dire, je n'ai pas réclamé des justifications au Premier ministre. Nous sommes venus pour expliquer la chose suivante, c'est qu'on ne peut pas en même temps faire le constat de la gravité terrible des finances publiques de la France et en même temps en être responsable et en même temps ne pas prendre des mesures qui soient en même temps justes et efficaces pour y répondre. Et nous sommes en désaccord absolument total sur les solutions qui sont proposées par M. Bayrou, soit parce qu'elles sont anecdotiques, soit parce qu'elles sont profondément nocives. Bon, voilà, à partir du moment où
cela débouche sur est-ce que vous avez confiance ou pas dans le gouvernement, pour nous, la réponse est simple, nous n'avons pas confiance. Vous avez dit que vous accordez non pas la confiance à un homme, mais à une politique. Est-ce à dire que tout nouveau Premier ministre qui serait issu du bloc central serait censuré a priori? C'est-à-dire que le seul moyen pour un Premier ministre de pouvoir avoir une durée de vie un peu plus longue serait de rompre avec le macronisme. Parce qu'on ne va pas se raconter d'histoire. La réalité, c'est que c'est la politique d'Emmanuel Macron qui est profondément toxique. Et elle est mise en œuvre par un certain nombre de ministres, que ces ministres soient de droite, de gauche, du centre. Pour nous, ça importe peu. Ce n'est pas une question personnelle. Nous n'en voulons pas personnellement à tel ou tel. Nous constatons qu'aucun des premiers ministres n'a eu le courage de rompre avec le macronisme. Voilà. Donc, quelles conditions vous mettriez pour ne pas censurer le prochain Premier ministre? Enfin, on n'en est pas là. Je sais que vous adorez sauter les obstacles, survoler même les obstacles, mais laissons la vie politique à son rythme. Pour l'instant, le rendez-vous est pris pour lundi. Et puis nous verrons ce que le président de la République décide. Vous appelez une dissolution si jamais Emmanuel Macron ne choisit pas cette voie. Est-ce que vous appelez le président de la République à nommer un Premier ministre rapidement? Mais... Sinon, c'est quoi l'option? C'est attendre 4 mois? Non, mais un gouvernement d'interprendre qui pourrait rester en place quelques semaines. Non, mais je veux dire, nous appelons, Jordan et moi-même, à une dissolution ultra rapide. Parce que la réalité, c'est qu'il faut que la nouvelle majorité issue de ces nouvelles élections puisse construire un budget pour que notre pays ait un budget. C'est ça, en réalité, la seule solution qui soit démocratique. Et est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron il sera à un moment contraint à cette dissolution? En tout cas, plus tôt on retournera aux urnes, plus tôt la France aura un budget. Beaucoup de sondages montrent que, en fait, un retour aux urnes ne changerait pas complètement le paysage politique et l'équilibre des blocs. Alors, on n'a pas eu le résultat d'élections avant que les Français aient voté. Mais en tout cas, si on est dans cette situation-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des accords contre nature au second tour qui ont privé la France d'un cap et d'une majorité à l'Assemblée nationale. Encore faut-il que ces élections puissent se dérouler à la loyale. Sébastien Chenu a dit ce matin que vous pouviez obtenir une majorité absolue. Est-ce que vous dites la même chose? Oui, bien sûr. On se C'est bat pour, d'ailleurs. C'est parce que nous pouvions obtenir une majorité absolue que précisément ils ont opéré ces accords contre nature. Et j'avoue avoir rappelé au Premier ministre que l'argument consistant à dire que le vote contre la confiance s'effectuerait avec LFI est un argument qui n'a aucun sens. Car je rappelle que l'accord électoral passé par la majorité l'a été avec LFI et que 40 députés LFI aujourd'hui n'ont été élus que grâce à des accords. Donc cette manœuvre anti-républicaine qui a été opérée entre les deux tours de l'élection législative dernière avait évidemment vocation à empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue, ce qui nous permet de dire que c'était une hypothèse crédible. Est-ce qu'il vous a fait part de sa surprise que vous ayez si rapidement appuyé sur le bouton, si j'ose dire, c'est-à-dire si vite dit « nous voterons contre vous ». Oui. Et que vous a-t-il dit? On lui a en tout cas répondu que nous étions extrêmement surpris, qu'il a été surpris de notre réaction, à savoir de ne pas accorder la confiance à un gouvernement macroniste. Est-ce qu'il y a la possibilité que s'étant finalement il n'y ait pas une motion de confiance, vous attendez que vous finalement décide de ne pas proposer la motion de confiance? Ça existe? À partir du moment où il l'a annoncé, ce serait tout de même étonnant qu'il revienne sur cette décision. Alors pour vous, pourquoi ils ont fait des consultations alors qu'il n'y a pas de négociation possible? C'est une question intéressante à laquelle... Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment à nous qu'il faille poser cette question, en réalité. Vous voyez, parce que, non mais, encore une fois, je le disais hier aussi, il y a un côté irrationnel
dans les décisions qui sont prises par le macronisme, que ce soit d'ailleurs dans les décisions prises par le président de la République ou que ce soit dans les décisions qui sont prises par les différents premiers ministres successifs. Il y a un caractère irrationnel, donc il est toujours difficile de donner une explication à des choses qui, pour partie, nous apparaissent irrationnelles. Le rendez-vous a duré 1 heure, vous êtes dit quoi du coup pendant 1 heure? Ah ben on va pas vous refaire Ce une qu'on vient heure de vous dire. pour vous expliquer tout ce qu'on s'est dit. Hein. Il n'y avait pas de lettre sur le bureau? Non. Vous n'avez pas évoqué il n'est pas revenu sur d'autres mesures éventuellement pour essayer de vous amadouer un petit peu. Non, mais je crois pas que c'était le but. Honnêtement, je n'ai pas eu le sentiment que François Bayrou entrait dans une phase de négociation. Voilà, je pense qu'il a pris sa décision. Nous lui avons dit ce que nous avions à lui dire. Il s'est défendu d'un certain nombre des reproches qu'on peut formuler à son gouvernement. Voilà, je pense qu'il n'a pas changé d'avis et nous non plus. Merci à vous.